Bienvenue à tous. On commence avec la réunion du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Réunion présidée ce lundi par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il s'agissait de faire l'évaluation de la lutte contre le VIH-Sida en RDC, mais aussi de lancer la campagne mondiale de la lutte contre le sida à travers le football. Héritier Manda, Claude Biringani. Ce geste démontre à suffisance l'engagement des institutions du pays et particulièrement le président de la République, Joseph Kabila, dans la lutte contre le VIH-Sida et cette fois à travers le football, très prisé en République démocratique du Congo et à quelques jours de la Coupe du Monde. C'est donc en tant que président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida que Joseph Kabila prend l'avant-garde dans cette campagne mondiale, commençant d'abord par une évaluation de la situation générale dans son pays. Le président de la République a pris un engagement national et international pour une génération sans sida. C'est justement dans cette suite que nous pouvons mettre l'organisation de cette grande réunion qui a réuni aussi bien le secteur public que le secteur privé. Nous avons passé très rapidement en revue l'épidémie au niveau de la RDC, les défis qui se posent. Nous avons passé en revue l'état de la réponse, les insuffisances. Nous avons passé en revue l'exécution financière, les besoins de financement interne et externe. Et nous avons passé en revue l'organisation des différents comités de lutte contre le sida. La RDC est tout de même considérablement avancée dans ce processus, se fixant notamment comme objectif Génération sans sida. Et dans toute la région des Grands Lacs et dans toute l'Afrique, notre pays est le seul à avoir un taux de prévalence de 1,1%, alors que les pays qui nous entourent sont à 12%, sont à 16%, sont à 15%. Et que donc le chef de l'État tenait à attirer l'attention de nous tous pour que nous puissions continuer sur la même lancée, de manière à faire d'ici 2017 de la RDC un pays avec zéro maladie sida, un pays avec zéro décès du sida et que nous ayons une génération sans sida. La Coupe du Monde est donc l'occasion toute faite pour sensibiliser contre cette maladie, vu son impact social, mais la prise de conscience des uns et des autres s'avère en fin de compte comme le remède souverain. On va rejoindre à présent notre envoyé spécial au Sud Kivu pour parler d'une nouvelle reddition des FDLR. Au total, 83 rebelles et 233 dépendants se sont rendus aux autorités congolaises ce lundi à Kigogo, à 107 km de Bukavu. Et c'est le gouverneur Marcelin Sichambo qui a présidé la cérémonie en présence des ambassadeurs de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, de Namibie, des représentants de la SADC ainsi que de la délégation des FDLR. Mathieu Kamango. Ce lundi 9 juin 2014, une importante cérémonie a été organisée à Kigogo, dans le territoire de Mwenga au Sud Kivu. Cérémonie pour le désarmement volontaire des 83 FDLR et 233 membres de leur famille dans la province du Sud Kivu. Cela survient après l'appel lancé par le gouvernement de la RDC. Les premiers groupes s'y étaient rendus dans le Nord Kivu. En voici le deuxième groupe au Sud Kivu. Cérémonie de désarmement volontaire en présence de plusieurs témoins et officiels de la RDC. Marcelin Sichambo, gouverneur des provinces du Sud Kivu. Une délégation du gouvernement central venue de Kinshasa et la SADC représentée par le lieutenant-colonel Montaï Tanki, directeur de l'organe de la coopération politique, défense et sécurité. Également des ambassadeurs de la Tanzanie, la Namibie et l'Afrique du Sud. Cérémonie qui a commencé par les ballets des FDLR. Plus de 880 membres et leurs dépendants s'y sont rendus aux autorités congolaises au site de transit de Kigogo, non loin de Mwenga, au Sud Kivu. C'est dans les massifs d'Itombwe. Pour le chef de la chefferie de Luindi, ce dernier salue chaleureusement cette opération, tout en saluant la reddition des FDLR et leur volonté de se rendre dans leur pays d'origine, le Rwanda. Pour le secrétaire exécutif de FDLR, M. Wilson Irategeka, ce dernier demande à la communauté internationale son implication pour leur retour, la levée d'embargo qui pèse sur certains leaders FDLR et imposer au Rwanda l'ouverture du dialogue inter-rwandais. Depuis Kigogo, dans le secteur de Mwenga au Sud Kivu, Mathieu Kamango, Télé 50.
Merci Mathieu Kamango. On revient à Kinshasa. Ce lundi, à la primature, la réunion de la Troïka a été élargie avec la présence du ministre du Plan, Jean-Paul Nemoyato, ainsi que celle du gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa. Autour du chef de l'exécutif national, les membres qui composent cette structure ont fait comme d'habitude l'évaluation de la situation économique de la République démocratique du Congo, des points tels que la planification de certains projets et la création des cadres de concertation à travers les provinces pour le suivi de la conjoncture économique. La Troïka a vocation à recevoir aussi des invités un peu spéciaux. Et aujourd'hui, on a reçu monsieur le gouverneur à sa demande parce qu'il souhaite aussi créer un cadre de concertation au niveau de la province pour le suivi de la conjoncture économique. Et donc, c'était important qu'il s'inspire un peu de l'expérience de la Troïka stratégique. La structure fait le suivi de la conjoncture économique du pays, mais aussi un cadre d'échange d'informations politiques et sécuritaires. Hormis la présence du gouverneur de la province orientale à cette rencontre hebdomadaire, l'on a aussi noté celle du ministre du Plan. Et pour cause. Parce que la planification est au centre du travail d'organisation du processus de croissance et de développement. Et pour ce faire, on a besoin d'outils de planification. Et comme vous le savez, l'INS, l'Institut national de la statistique, est placé sous l'autorité du ministre. Et nous avions quelques inquiétudes sur le résultat en matière d'inflation. Et il a été décidé que des enquêtes devront être diligentées afin que le gouvernement sache comment s'effectue la collecte des informations relatives aux prix sur les marchés. Ici, Jean Bamanissa justifie sa présence à cette réunion que préside tous les lundis Matata Pogno. Il est tout à fait nécessaire que nous puissions mettre aussi en place des mécanismes pour pouvoir suivre la situation économique, la situation macroéconomique, les prix et influer aussi sur le marché national. De manière générale, la situation économique est stable, particulièrement les taux d'échange. Les prix intérieurs sont sous contrôle et dans une semaine, ces différents membres de la Troïka reviendront pour une nouvelle évaluation de l'économie congolaise. Un processus électoral en RDC après la publication du calendrier des élections municipales, urbaines et locales par la CENI. Les partis politiques affûtent désormais leurs armes. Eh bien, beaucoup se conforment notamment au code de bonne conduite dont l'opération se poursuit. Ce lundi, la maison des élections était une nouvelle fois ouverte pour recevoir d'autres partis. Lina Ilunga, Charlotte Iwaba. Avoir, c'est un simple geste, mais il est d'une portée immense. La signature du texte fondamental qui défend le principe d'intégrité pour les acteurs politiques en période électorale lancé par l'abbé Apollinaire Malou se poursuit à la maison des élections. Un grand succès pour nous. On attendait bien de nous engager dans le processus électoral. Nous sommes très contents de le faire à ce mois-ci pour ne pas être en retard. Bien avant ces gestes de haute portée, ce parti politique a accrédité deux mandataires à la Commission électorale nationale indépendante, lesquels ont signé le protocole instituant le comité des liaisons entre la centrale électorale et les partis politiques. Nous sommes respectueux des institutions établies dans le pays et nous respecterons les résultats quoi qu'il en soit. La signature finie. Ainsi donc, sur les 457 partis régulièrement enregistrés en RDC, le Parti Le Démocrate devient le 288e qui s'ajoute à la liste des partis signataires du Code de bonne conduite. Autre titre d'actualité, c'est cette nouvelle. La Cour pénale internationale vient de confirmer les charges contre Bosco Taganda. L'affaire est donc renvoyée en procès. Il va répondre de 18 chefs de crimes de guerre plutôt, et crimes contre l'humanité. Au total, 69 000 pages d'éléments de preuve ont été échangées. On fait le point sur ce dossier avec le porte-parole de la CPI en RDC, Paul Madidi. Bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les principales charges retenues contre Bosco Taganda? Alors, il doit répondre, comme vous l'avez dit, de 18 chefs de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il faut placer en fait l'affaire Bosco Taganda dans le cadre des troubles, des combats, du conflit qu'il y a eu entre 2002 et 2003 en Ituri. Et M. Bosco Taganda, justement dans le cadre des attaques généralisées et systématisées contre des populations non EMA, donc Lendu, Giti, etc., aurait
en tout cas selon les éléments réunis présentés par le bureau du procureur durant l'audience de confirmation des charges, aurait commis des crimes contre l'humanité consistant à la réduction à l'esclavage sexuel des filles, à des viols, et des crimes de guerre consistant à des attaques systématisées contre des populations civiles, des viols aussi, recrutement d'enfants de moins de 15 ans, etc. Voilà, donc, si vous voulez, je peux vous en citer à la peine. Il y en a 18, hein, 18 chefs d'accusation. Alors, après cette confirmation des charges, à quand la prochaine audience? Bon, maintenant que les charges sont confirmées, la prochaine étape, c'est le procès. Donc l'audience de confirmation des charges, justement, maintenant que les charges sont confirmées, la prochaine étape, c'est le procès. L'audience de confirmation des charges a servi à montrer, à réunir des éléments suffisants pour que le procès se tienne. Si on n'avait pas suffisamment, et donc on n'aurait pas tenu le procès. Il faut dire que c'est vraiment suffisant. 69 000 pages d'éléments sur le dossier échangé. Oui, c'est-à-dire, oui, 69 000 pages d'éléments, de preuves. Mais vous savez, il ne suffit pas de réunir de 69 000 pages, autant d'éléments de preuves, mais il faut qu'en plus que les juges estiment qu'il y en a suffisamment pour aller en procès. Vous pouvez faire 70 000 pages, 100 000, mais quand ce n'est pas substantiel pour convaincre, amener des juges à avoir la conviction que c'est suffisant pour tenir un procès, vos 60 000 pages de preuves ne servent à rien. Alors, il faut réunir des preuves suffisantes pour qu'un procès se tienne. Alors à quand le procès ? Ah non, la date n'est pas encore fixée, mais l'important aujourd'hui, c'est de savoir que les charges sont confirmées, donc on va en procès. D'accord. Merci Paul Madidi pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la CPI en RDC. Dans l'actualité de ce lundi, la proposition de loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi organique compte l'arsenal législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire en RDC. Crispin Chibasso. Sous la présidence d'Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale, la plénière de ce lundi a procédé au vote de la loi portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, présentée par la Commission politique, administrative et juridique. Cette loi organique apporte des innovations majeures tirées de l'expérience du droit congolais et du droit comparé, dont les principales concernant la notion du requérant devant les juridictions de l'ordre administratif, les rattachements des juridictions administratives spécialisées, l'institution des sections consultatives à tous les niveaux des juridictions de l'ordre administratif pour rapprocher la fonction consultative de ces juridictions aux autorités des administrations actives. Sous la présente loi organique, l'ordre des juridictions administratives est constitué des juridictions administratives de droit commun, à savoir les conseils d'État, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs, et des juridictions administratives spécialisées dont la Cour des comptes, juridiction disciplinaire des administrations publiques ou des ordres professionnels rattachés aux premières selon les cas, soit par voie d'appel ou par voie de cassation. Sachez également que le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, a rendu visite au patriarche Antoine Gizenga, qui est, vous le savez, le secrétaire général du parti lumumbiste unifié et ancien Premier ministre. Un moment de partage sur l'expérience de la gestion de la province du Bandundu. Nous sommes à Bouma. Ici, c'est la résidence du patriarche Antoine Gizenga. Et c'est Jean Kamisendou, gouverneur du Bandundu, qui a effectué les déplacements de ces lieux. Un cadre aux allures touristiques. Une fois à l'intérieur, ce fut d'abord des accolades. Puis vient un long échange sur le développement du Bandundu, une province mosaïque dont les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles nécessitent une révalorisation.
Il est temps, dixit Jean Kamissien, de déposer des actions concrètes, mais aussi de s'engager vivement dans le développement durable du Bandundu. Pour le chef de l'exécutif provincial, ces déplacements a sa raison d'être du fait qu'Antoine Gizenga demeure